Bonjour à tous, bienvenue au 7e épisode de Là tu parles. Aujourd'hui, je tiens à remercier le groupe Motion pour avoir rendu ce projet une réalité, ainsi qu'à Jesse, le mastermind derrière le projet, pour aussi rendre ce projet une réalité. Aujourd'hui, j'ai un excellent invité avec plus de 23 ans, 23 ans, 23 ans. avec 23 ans d'expérience dans l'automobile, des ventes FNI, directeur adjoint, directeur des ventes. Aujourd'hui, DG, directeur général de Longueuil-Nissan. Je tiens à introduire Martin Delacroix. Comment vas-tu? Ça va bien? Tant mieux! Parfait. Moi, une question tout le temps que je pose au début. Le setup. Qu'est-ce que tu penses du setup? Ah, c'est bien le setup, C'est sérieux. bien? Ouais, puis j'aime bien la vue qu'on a dehors aussi. C'est rare qu'on a la chance de venir ici puis de voir cette vue-là, sérieux. Parfait, tant mieux. Donc, c'est sûr que là, je sais que tu étais un petit peu moins à l'aise au début, puis là, tu t'es mis un petit peu plus à l'aise. Donc, moi, j'aimerais commencer avec quelque chose de vraiment général, global, pour essayer de te rendre le plus à l'aise possible. Puis juste que tu nous expliques ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à devenir DG chez Longueuil Nissan, du tout début dans l'automobile. Et c'est loin ça. D'abord, j'ai vraiment l'impression d'être à Adlib. Je sais pas si tu connais ça, mais les gens qui achètent du Nissan, ils vont savoir c'est quoi Adlib. D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire c'était qui le showman de Adlib, 100 $ de rabais sur la prochaine voiture. Ah, OK, parfait. C'est bon, ça commence Qu'est-ce qui m'a fort. amené dans l'automobile? J'ai tout le temps trippé sur les autos, pour vrai. Depuis que je suis tout petit, je me rappelle, j'allais... dans le temps, il y avait le TIC géant, il y avait le Zelleuse, il y avait distribution aux consommateurs, toutes les choses que tu connais très bien. Non, oui, j'en connais si bien, ouais. Puis j'achetais tout le temps, pas une petite voiture, mais j'en achetais deux, puis je les promenais sur mon lit. OK. Je me faisais des routes avec ça, puis je passais mes journées là-dessus. OK. Fait que non, ça a commencé un peu pour ça, ma passion de l'auto. J'ai tout le temps trippé sur l'automobile. J'ai commencé dans la vente quand même assez jeune. Je vendais des fraises, des framboises, du blé d'Inde l'été, comme job d'été. Après ça, j'ai été engagé chez Future Shop, qui n'existe plus maintenant. Puis je vendais des vidéos, des télés, etc. Puis je me suis dit, la vente, j'aimais ça. Puis les autos, j'aimais ça. Fait que j'ai fait 2 pour 1. J'ai dit, pourquoi aller pas vendre quelque chose que j'aime à ce point-là? C'est là que je me suis abouti dans l'automobile. OK. Puis la vente, c'était quelque chose qui était naturel quand tu commençais avec les fraises, les blés d'Inde? Ou si quelque God. chose, ou si c'était un learning curve que tu as dû apprendre? Mais j'ai tout le temps ça inné en moi. Là, il ne faut pas que mon frère m'en veuille parce que je vais en parler. Mais quand mon frère il avait un nouveau cadeau, moi, mon but, c'était d'y vendre l'idée que je voulais son nouveau cadeau pour mes anciens. J'étais tout le temps en train d'y ramasser ses affaires. Fait que je vendais tout le temps des idées. J'ai tout le temps été un peu vendeur pour avoir ce que je voulais dans la vie. OK. C'est peut-être un peu inné, mais j'ai développé certaines tactiques ou certaines façons de faire. Fait que tu étais bon à avoir une certaine persuasion sur les gens pour qu'ils aillent dans une certaine direction. À l'école aussi un peu. À l'école? Gang, tout ça. J'aimais ça être un peu, pas le suiveux, mais j'aimais ça un peu leader mes idées. Pas être celui qui parle fort et qui est en avant-plan, mais celui qui est un peu en arrière, mais qui fait que le projet il avance. OK. Puis justement, si on parle un petit peu de ton parcours d'école, moi, en tête, vite, j'ai gestion. Soit cégep ou université, c'était quoi un petit peu ton parcours? Mon parcours, je suis allé au cégep. Première des choses, je suis allé au cégep technique administrative, option finance. OK. Puis, j'ai vu qu'il fallait que j'étudie beaucoup pour aller en finance. Moi, le but, c'était de m'en aller un peu avec la vente aussi. Je voulais m'en aller planificateur financier. OK. Fait que je voulais prendre ce que je connaissais de tout ce qui était les REER, les finances, puis je voulais que les gens, à leur retraite, soient bien nantis, puis leur vendre des idées de placement. OK. Puis, il y avait beaucoup de chiffres là-dedans, puis moins de contact humain. Fait que j'ai décidé de faire une 4e année de cégep, puis de m'en aller en technique administrative, mais option marketing-vente. OK. Puis là, j'ai rien fait. J'ai pas étudié de l'année. J'ai eu des scores de fou, puis j'ai dit, j'aime ça. Fait que qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je veux-tu rusher à faire quelque chose que j'aime, puis faire gagner mon argent, ou je veux m'amuser puis gagner de l'argent avec ça. J'ai décidé de m'en aller en marketing, en vente. C'est là que j'ai commencé à travailler au Future Shop. En même temps que j'avais mon cégep, j'étais allé à l'université. J'ai fait un certificat aussi en marketing. Puis après ça, je me suis en allé complètement au Future Shop, puis j'ai monté les échelons, puis après ça, je me suis emmené dans l'automobile. Puis en tête, justement, j'avais aussi le mot gestion, juste à revenir là-dessus. Est-ce que tu avais comme étudié en gestion ou si je me trompe avec quelqu'un d'autre? Ou...
Pas vraiment en gestion, mais j'ai eu des cours de psychologie un peu. Ah, d'accord. Ce OK. qui est primordial en 2023 pour gérer du personnel. Puis comment est-ce que ces cours-là t'ont aidé à apprendre à gérer du personnel? Je te dirais, ces cours-là font vraiment optique à bien écouter les gens. Parce que souvent, puis j'ai un peu ce défaut-là aussi, souvent, moi, je suis très cartésien aussi. Quand quelqu'un va m'exposer un problème, je tombe en mode solution un peu trop vite. Ben là, c'est facile, ton problème. Tu sais, c'est ça, ton problème, tu le règles de même. Non. Il faut que tu écoutes un peu plus puis que tu rentres plus dans la peau de la personne qui est en avant de toi. Parce que toi, tu le vis peut-être pas de la même manière que la personne va le vivre. Fait que ça m'a permis aussi, pas juste dans mon plan professionnel, mais dans mon quotidien aussi, ça m'a permis beaucoup de faire une introspective, d'écouter les gens, de voir vraiment c'est quoi le hot button, c'est quoi qui fait en sorte qu'ils sont bien ou sont pas bien, puis d'essayer de travailler avec ça. OK. Puis est-ce que c'est un petit peu ça qui a fait en sorte que tu as été en mesure de monter une équipe stable? Parce que je ne suis pas pour nécessairement négliger d'autres concessions, mais les concessions automobiles, c'est connu pour avoir du roulement. Le Longueuil-Nissan, en tant que tel, il n'y a pratiquement pas de roulement. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas vu dans des concessions automobiles. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de roulement dans ta concession? Je te dirais que je pense que je donne de l'importance vraiment à chaque membre de l'équipe. Parce que tout le monde est important dans l'équipe. Que ce soit la réceptionniste qui prend l'appel, qui le dirige aux bons endroits, qui nous dit... C'est la première personne que les gens vont voir en arrivant à la concession. Donc, elle est aussi importante que ma directrice commerciale, que mon directeur des ventes, mon mécanicien. Si j'ai un mécanicien qui ne me fait pas avancer, mais à ce moment-là, il n'y a rien qui tourne rond. Je pense que c'est vraiment ça qui est ma force. Puis il y en a qui me disent que je suis la colle qui fait que tout tient. Mais c'est un peu vrai. Quand il y a quelque chose, ben, je porte importance à la personne. J'essaie de régler la situation. Je ne les laisse pas traîner non plus. Je pense que ça aussi, ça fait une différence. Il y en a des fois qu'ils vont parler quelque chose au directeur. Le directeur dit oui, on va le régler. Mais ça prend 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est pas encore réglé. Ça traîne. Moi, non. Il y a quelque chose, go, on en parle, on le règle. C'est là, c'est immédiat, c'est maintenant. Puis on essaie de ne pas traîner des mauvaises choses. Puis, autre que les concessions automobiles, juste les entreprises en général, qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte qu'un employé décide de rester dans une entreprise autre que le salaire? Le salaire, c'est sûr que personne ne fait rien pour gratuit. Non, effectivement. Donc, on a besoin d'avoir un salaire qui est quand même comparable à ce qui se fait sur le marché, qui est compétitif, exact. Par contre, l'ambiance de travail, j'ai des gens, si tu regardes chez Nissan, parce que tu parles un peu de nous autres. Richard, mon directeur des ventes, il est plus loin que Belleuil. Moi, je viens de Terrebonne. Mon Daniel, dans l'IO Saint-Eustache, on travaille tous à Longueuil. Ma contrôleur, elle vient du profond des Meumeux. Tout le monde reste loin, mais on se regroupe ensemble. On est un peu une petite famille. On a hâte de venir travailler le matin. Puis je pense que moi, mon but, c'est, les performances. Parce que sans les performances, tu peux pas aller loin. Puis c'est de regarder en même temps comment tu peux faire performer ton équipe, en même temps qu'ils s'amusent, puis en même temps qu'il y a un bien-être à l'intérieur de la concession. OK. Fait que ça, c'est au travers d'une certaine culture d'entreprise. Oui, tout à fait. Puis qu'est-ce que tu penses que tu fais de différent comparé à d'autres pour établir cette culture d'entreprise? Je pense que je prends le temps. OK. Autant j'ai vu dans un autre podcast que tu as dit, ton premier client, tu ne savais pas trop où tu t'en allais. Je me suis impliqué, on a continué avec le client, on l'a signé. Je pense que ça fait partie de... Quand quelqu'un, je ne fais pas juste arriver et dire « tu es engagé, ça c'est le téléphone, ton ordinateur, arrange-toi ». Non. Un nouveau, quand il va rentrer, la plupart du temps, son téléphone il est prêt, son courriel il est déjà créé, son Merlin, qui est l'outil qu'on utilise pour faire les cotations, il est là, il est ouvert, il est à son nom. Fait qu'au moins, les outils, on ne court pas après. Il a l'impression d'avoir une certaine structure qui est prise en charge. Il embarque dans un train qui va vite, l'automobile. Bon, moi, il n'est pas 2 wagons en arrière en train de courir. Il est dans le train puis il avance en même temps à la même vitesse que nous autres. Puis ça fait une certaine structure, qu'on sait où on s'en va. Puis en même temps, ça fait un certain... moyen qu'on est pris en charge, on n'est pas laissé à nous autres mêmes. Ça rassure beaucoup aussi, j'imagine, les nouveaux employés de se sentir accueillis et prêts à la tâche aussi. Là. Souvent, c'est quand moi, par expérience, quand tu rentres dans un endroit puis c'est vraiment hésitant, on ne sait pas trop où t'envoyer, on n'est pas prêt à te recevoir,
ben c'est là que ça peut me turn off de ce travail-là assez rapidement parce que, oh mon Dieu, il était même pas prêt à m'accueillir. Fait que, tu sais, ça va être quoi dans 3 mois? Fait qu'aussi bien quitter quand on n'a même pas commencé. Non, tu sais. non, Fait mais que- c'est vrai. 100%. 100%. Fait que toi, dès le début, tu établis avec la personne. La première impression, si je comprends bien, est importante. Puis dès le début, tu t'arranges pour que la personne soit le plus à l'aise, le plus confortable possible, Ouais. au travers d'instaurer les logiciels, les outils, les accès, puis de faire rencontrer le personnel, je comprends bien. Puis au travers de l'expérience de l'employé après, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que tu continues à faire avec la personne pour garder cette culture-là? Mais c'est de voir un peu tes attentes. Ouais. Tu sais, si tu dis, ça, c'est mes attentes, ça, c'est mes objectifs. Des fois, il faut regarder la tendance aussi. Tu sais, on a une tendance, par exemple, on est au mois d'août, tout le monde est en vacances, puis il y a des gens qui sont back to school. Je ne peux pas demander les mêmes exigences que si on est au mois de mars, avril, il commence à faire beau, puis les gens, ils vendent des autos. C'est différent. Là, c'est de s'asseoir avec eux, qu'ils sachent c'est quoi les objectifs, première des choses. Et ensuite, c'est de vérifier, t'es as-tu atteint? Si oui, good job. Comment t'es atteint et comment qu'on le répète? Puis si tu ne l'as pas atteint, qu'est-ce qu'on a fait qui fait en sorte qu'on ne l'a pas atteint? Puis qu'est-ce qu'on fait de différent maintenant pour être capable de l'atteindre? OK. Fait que c'est en discutant avec les personnes que tu vas être capable d'aller voir ça. OK. Puis d'aller avec le côté psychologique aussi. Parce que des fois, c'est peut-être pas au travail qu'il y a quelque chose, mais il y a d'autres choses qui se passent à la maison où il y a un contexte qui fait en sorte que la personne performe moins bien. Si tu n'es pas à l'écoute puis tu es uniquement performance, tu ne l'as pas eu, tasse-toi, ça fait pas une belle ambiance d'équipe. Non, Fait que tu effectivement. essaies de réunir un peu tout ça, puis OK. de vraiment t'intéresser à ton personnel, de t'intéresser à la gang. Nous autres, chez Nissan, c'est un peu une famille. Tu sais, quelqu'un pèse sur l'orteil de quelqu'un, ben tu viens de peser sur l'orteil du directeur des ventes, puis tu pèses en même temps sur mon orteil. Fait que Ouais. c'est un petit peu ça qui fait qu'on s'écoute, puis on regarde où on s'en va. Toujours dans la perspective, c'est beau d'être une famille, c'est beau d'avoir un bien commun, mais il ne faut pas négliger non plus. On a des performances, on a un travail à faire, OK. puis il faut qu'on arrive à nos résultats. Fait que trouver une certaine stabilité entre justement rendre le personnel heureux tout en en atteignant des objectifs, puis avec une certaine attente, si je comprends bien. Oui, Certaines tout à fait. attentes. OK. Tout à fait, parce que tu peux pas venir travailler puis faire zéro argent. J'arriverai demain matin, je dis bon, on a de la misère, on n'a pas d'argent. Venez travailler pour Martin Delacroix chez Longueuil Nissan, ça va être gratuit pour le prochain mois. Je suis pas sûr que je garderai toute ma gang. Et l'inverse est aussi vrai. Si je serais vraiment pas le fun avec eux autres, puis l'ambiance est plate, j'ai beau augmenter mon salaire de 10 ils ne resteront pas plus. Non. OK. C'est là qui est le juste milieu qui est plus difficile, mais qu'on essaye de garder. Puis OK. Fait qu'aux futurs gestionnaires qui sont en train de grandir en ce moment, c'est ce que tu recommanderais, être capable de bien comprendre les deux, que le salaire n'est pas tout, puis la culture n'est pas tout. Juste... ouais, je pense que c'est C'est un- primordial. Pour c'est un vrai. Puis melting pot. en 2023, je pense que c'est encore plus vrai OK. qu'auparavant. OK. Puis, si on va un petit peu plus sur le sujet de l'automobile spécifiquement, est-ce qu'il y a des mythes dans l'automobile aujourd'hui que tu aimerais clarifier? Quelque chose que des clients, parfois, ils rentrent, puis ils ont certaines pensées ou ils ont certaines, en anglais, assumptions, ils ont certaines pensées sur Préjugés. l'automobile. Ouais, des Pardon? préjugés. Des préjugés sur l'automobile que, dans le fond, c'est un mythe, c'est pas nécessairement vrai. Ben, à quelque part, on a un peu causé notre perte parce qu'avant d'être dans l'automobile, j'en achetais aussi des autos parce que j'ai tout le temps trippé sur des autos. Ouais. Puis malheureusement, le vendeur de char, on est perçu comme avant-dernier, comme les plus pires menteurs, juste avant les politiciens. OK. Puis on a créé un peu ça avec le temps. C'est moins vrai, puis c'est plate parce qu'il y a certaines équipes que c'est pas ça du tout. Parce que c'est pas sorcier, la vente automobile, dans le fond. C'est que le client rentre ici avec un certain besoin. Tu écoutes les besoins qu'il a. Tu lui présentes différentes options qui correspondent le plus aux besoins que tu as ciblés. Puis il va prendre la décision si oui, il va ou non, il ne va pas de l'avant. Si tu corresponds à son budget, si tu corresponds à ses besoins, s'il a aimé l'ambiance de ta concession, s'il a aimé la manière que toi, tu l'as servi puis que tu vas le suivre pour les prochaines années, tu vas avoir soit une situation gagnante ou perdante. OK. Mais pour vrai, les mythes, il y en a. J'ai même encore des concessions automobiles que c'est encore vrai, que le client il OK. essaye encore de... Il y a ça en stock, puis c'est ça qu'on va essayer de passer au client, puis on va visser. Non, ça marche pas, ça. OK. Ça, c'est
Malheureusement, c'est un mythe, mais qui existe encore. OK. Fait que, si je comprends bien, c'est ça vient du passé, c'est moins présent en ce moment. Puis, qu'est-ce que tu penses un petit peu du futur de l'automobile? Où est-ce que tu penses que ça s'en va? Est-ce que tu penses que ce mythe-là va de moins en moins être présent dans le futur? Oui, Ouais. tout à fait, parce que les nouvelles générations de représentants, les gens sont plus informés, les gens vont sur l'Internet, les gens connaissent le véhicule, connaissent le prix, connaissent pas mal ce qu'ils veulent. Donc, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui les écoute puis qui les aide à finaliser la transaction avec eux. OK. Les anciens vendeurs qu'on avait ou les anciens représentants, ils prennent leur retraite, puis les nouveaux qui les remplacent sont beaucoup plus à l'affût des nouvelles tendances. OK. Ben, en même temps, c'est un petit peu pas la mode, mais c'est un petit peu la façon que les gens interagissent qui est différente. On peut le voir au travers des années que certaines générations interagissent différemment comparé à d'autres générations. Puis je pense justement que c'est ça qui commence tranquillement à prendre ça place. paraît. Puis ça paraît? Comme mon frère, mon garçon Ouais. qui vient d'avoir 16 ans, Ouais. il commence là, à conduire. Puis j'essaie de voir c'est quoi les tendances, qu'est-ce qu'il regarde, quel genre de véhicule qu'il veut, comment qu'il regarde ça, l'automobile, puis comment qu'il fait son processus d'achat. Ouais. C'est très différent que moi, qu'est-ce que je faisais dans mon temps. Là. Parce que c'est quoi son processus à lui? Ben lui, il regarde un peu tout ce qui est sur les réseaux sociaux, il regarde un peu les tendances. Il y a beaucoup de TikTokers ou bien de YouTubers qui ont tel style de véhicule. Moi, j'avais pas de YouTuber ou de TikToker qui avaient des genres de véhicules. Mais Nous, tu on se promenait, deviens aujourd'hui YouTuber. Ouais. Je deviens YouTuber. Aujourd'hui. Ouais, vu de même, je me suis fait avoir. Là. Non, c'est... Mais c'est vrai, à quelque part, vous avez raison. Là. Fait que tant qu'à être justement sur les réseaux sociaux, si tu te mettais ou tu donnais un conseil à ton gars que justement, lui, le monde a changé, il va plus chercher en ligne. Puis là, en ce moment, quelqu'un qui va écouter en ligne va t'écouter. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour trouver le bon véhicule pour eux? C'est sûr que dans les réseaux sociaux, autant sur Nissan.ca ou même des essais routiers, il y en a qui ont fait des essais routiers de véhicules. Puis on peut aller sur YouTube, on peut aller voir, on trouve tout. Moi, j'ai essayé de changer un radio d'auto en fin de semaine dans son véhicule à mon Tu gars. l'as trouvé sur Et YouTube? je l'ai trouvé sur YouTube. Ah, c'est Elvis qui m'empêche de l'enlever. Mais c'est un peu ça aussi. On peut aller voir le nouveau Aria. On n'en a pas beaucoup en concession. Puis on est quand même capable d'aller sur YouTube puis d'aller voir le véhicule, vérifier les technologies, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, interagir quasiment avec le véhicule maintenant directement sur Internet. Qu'avant ça, il fallait se déplacer, il fallait s'asseoir dedans, il fallait aller... Là, on peut quasiment le faire de chez nous dans son salon. Puis penses-tu que l'avenir de l'automobile va faire en sorte que le monde va pratiquement tout acheter leur véhicule en ligne ou une majorité du monde va acheter leur véhicule en ligne? Ou est-ce que tu penses que justement l'expérience en concession de faire l'essai routier, ça va être quelque chose qui va rester primordial? Je pense qu'on reste primordial. Ça va changer beaucoup. C'est toutes les tracks de vente que tu apprends, puis la manière de travailler est vraiment en train de changer. Les mentalités sont en train de changer. Mais je pense que les clients vont avoir fait un bout de chemin en ligne, mais qu'on va être encore là pour le conseil final. Juste s'assurer que c'est la bonne décision. Il y a tellement de modèles, tellement d'options. Le client peut aller voir un Sentra S, SV, SR. Il sait qu'il veut un Sentra, mais quelle option réellement qu'il y a dans un SV? Qu'est-ce qu'il y a dans un SR? Son comportement routier, est-tu vraiment différent un des deux? Je pense qu'on va être là pour le guider puis finaliser la transaction. Malgré qu'il y en a des manufacturiers automobiles qu'on nommera pas de nom pour les aider aujourd'hui. Mais il y en a qui n'en ont pas. Puis on commande en ligne, ils arrivent, on s'en va, c'est terminé. Tu as ton véhicule automobile. Je suis pas encore convaincu que ça s'en va là par catalogue. Je pense qu'on a encore notre mot à dire pour guider puis aider le client dans ses démarches. Puis justement, on a un petit peu parlé des représentants qui ont encore leur mot à dire. Puis, quelle est ton opinion sur le fait justement que ça a vraiment changé d'être un vendeur, d'être quelqu'un qui vend un produit à plus un conseiller? Oui. Est-ce que tu as vu cette tendance-là changer? Puis comment est-ce que tu l'as vu changer? Oui, je l'ai vu beaucoup changer. Puis, encore une fois, c'est un vendeur, quand un client rentrait, avant ça, je parle des années 90, entre 90 et 2000, les clients rentraient, on prenait notre hop, j'avais une auto qui était en stock, c'est ça qu'on voulait vendre, mais on parlait que de ce véhicule-là. Si j'en avais un qui était un peu plus hot, on en parlait peut-être un peu moins, mais là, tout est accessible. Tout le monde connaît, même les clients connaissent presque plus les véhicules que nous. Donc,
c'est plus de conseiller le véhicule pour s'assurer que leurs besoins sont les bons et s'assurer qu'on les guide vers le bon choix final. OK. OK, parfait. Puis, est-ce que tu avais des questions à rajouter que... Certainement. Certainement, J'ai vas-y. tout le temps plein de questions. Des moi. questions qui s'en viennent. Tu sais, le groupe Motion, on a 3 concessions différentes, mais qu'est-ce que, parmi tous les manufacturiers, comment Nissan se démarque, selon toi? Représente la marque, là? Comment Nissan se démarque? Quoi l'avantage Nissan par rapport à ses Pour vrai, compétiteurs. pour vrai, Nissan, à part tous les manufacturiers ont leurs petits pépins ou leurs petites choses, mais je pense qu'en général, si je regarde un peu au service puis les clients qui viennent, c'est un véhicule qui est quand même fiable. La technologie est quand même avancée dans ces véhicules-là. On est, je te dirais, avant-gardiste avec retenue OK. chez Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, on part des nouveautés. Exemple, le ProPilot Assist. On a été un des premiers à partir ça. Les véhicules électriques avec la Leaf, dans le temps, on a été les premiers à les partir. Mais avant de rechanger notre formule gagnante, c'est là qu'on est un petit peu en retrait. On regarde comment les autres vont améliorer, OK. puis après ça, on embarque dans le bain. OK. Je dirais d'être un petit peu plus agressif technologiquement, ça serait bien pour la marque Nissan. OK. Mais nos designs sont quand même bien depuis plusieurs années. Je regarde le Rogue, c'est un in. C'est un véhicule qui se démarque bien versus la compétition. Mais ça, c'est une question que je m'en venais justement, tant qu'à parler des produits spécifiques de Nissan. Je me demande, quel véhicule, si tu avais juste à en choisir un chez Nissan, quel véhicule trouves-tu qui représente le mieux la marque? Puis pourquoi? Ah, j'en aurais 2. T'en aurais 2, OK. Ouais, mais si on parle d'ici en Amérique du Nord, Ouais. c'est sûr que si je regarde qu'est-ce qui se fait de bien, parce qu'avant ça, on a eu beaucoup de véhicules qui représentaient bien la marque. Maintenant, il y a le Ariya qui vient de rentrer, qui est un peu, qui démontre où est-ce qu'on s'en va avec Nissan, puis qu'est-ce qui se fait bien technologiquement. Ce véhicule-là, il est avant-gardiste. Moi, je l'ai vu il y a 6 ans à Chicago. Puis on l'a sorti cette année. OK. Et si on l'aurait sorti il y a 6 ans, on est en avant de tout le monde. Mais là, on est à peu près égal à ce qui se fait sur le marché avec les autres concurrents. Mais le véhicule fort que j'adore, c'est le GT-R. Le GT-R démontre un peu la puissance de Nissan, la puissance de la marque, la fiabilité. Quelqu'un qui a une GT-R, ça a des performances d'une Ferrari sans avoir le coût que ça coûte à entretenir d'une Ferrari. C'est sûr que c'est un GT-R. C'est sûr que c'est un GT-R. Ouais. Mais c'est quand même un véhicule qui est dans les véhicules comme ça, qui est plus affordable, comme on dit, plus abordable qu'un véhicule comme un Ferrari ou encore un McLaren. Okay. Puis tu avais aussi un petit peu parlé justement que le Ariya représentait où est-ce que Nissan veut aller. Puis on a parlé des autres marques, où est-ce que l'automobile s'en va, mais spécifiquement Nissan, où est-ce que tu penses que Nissan ils s'en vont? Moi, je pense que Nissan va faire le virage électrique. On a vu un peu un break, si on veut. On a eu la Leaf, on a eu la nouvelle génération de la Leaf, la S+, avec un plus grand range d'autonomie. Le Ariya s'en vient dans un créneau électrique, puis plusieurs petits autres véhicules vont venir se rajouter à ça. Il va y avoir des modèles entre la Leaf et le Ariya, puis Nissan, tranquillement, vont augmenter la gamme. Fait qu'ils vont augmenter la gamme. Fait que toi, tu penses que Nissan, ils vont aller vers l'électrique? Oui. Puis... C'est ce que Nissan prévoit aussi. Nissan ne veut pas aller sur le hybride. On en a discuté beaucoup avec les dirigeants. Puis Nissan veut vraiment pousser ce qu'ils ont fait de bien avec l'électrique, puis vraiment s'orienter vers l'électricité. Ils s'en viennent aussi avec des batteries état solides qui appellent, qui n'est plus les mêmes composantes, qui va permettre vraiment de charger beaucoup plus rapidement, puis en même temps charger des plus grosses quantités, donc beaucoup plus d'autonomie. Ça s'en vient, il ne faut pas que j'en parle trop. OK, c'est bon. mais justement, vu que Nissan veut faire le transfert vers l'électrique, est-ce que c'est pour ça qu'ils coupent certains de ces modèles comme le Qashqai? Oui, exact. Nissan veut le garder. Il y a des contraintes, malheureusement, qui se passent vu qu'on est au Québec. C'est plate à dire, mais le Québec, c'est une goutte d'eau dans l'océan. On est petit versus le Canada et les États-Unis, puis c'est le même marché. Donc, exemple, on a eu la Micra pendant quelques temps qui était parfait pour le Québec. C'était un véhicule magique pour nous autres au Québec. Pas cher, cigare partout. C'était parfait, mais ils l'ont coupé parce que au Québec, ça se vend. En Ontario, en Colombie-Britannique, aux États-Unis, ça se vend pas. Donc, pour le peu de véhicules produits, c'était pas rentable pour Nissan. Ils l'ont enlevé.
OK. Versa Note a été un autre un autre cas identique. Oui. Le Qashqai, c'est à peu près pareil aussi. Le Rogue va bien se vendre aux États-Unis, va bien se vendre dans le reste du Canada. Le Qashqai, un peu moins, c'est très OK. typiquement québécois. OK. Puis, si le Qashqai part, qu'est-ce que Nissan ont prévu de changer ou d'amener comme changement pour remplacer cette perte qui s'en va? Ce que j'ai le droit de dire? Ou... Est-ce que tu as le droit de dire? Ce que je sais, mais j'ai pas de design, rien, inquiétez-vous pas, je peux pas vous en parler trop, mais je le sais que le Kicks va faire un bond en avant. Okay. Donc, le Kicks qu'on a présentement, qui est vraiment bien et bien adapté pour notre marché ici, on devrait voir une version évoluée qui devrait devenir 4 roues motrices. Okay. Donc, on va avoir du 2 roues, 4 roues motrices dans le Kicks. Et le Qashqai qui va être parti va faire place à un autre SUV qui va être électrique, qui va être entre le Leaf et le Aria qu'on a présentement. Mais ça, tu n'as pas le droit de trop en parler. Je vais en savoir plus bientôt parce qu'on a le congrès de Nissan la semaine prochaine. Je devrais être en mesure peut-être faire un autre podcast pour faire la mise à jour. Parfait. On pourrait peut-être faire ça pour en savoir plus. Mais au dernier meeting qu'on a eu, c'est un peu là que Nissan s'orientait. OK, parfait. Jesse, est-ce que tu as une autre question à... Ouais, moi, je veux qu'on revienne sur la GTR. Sur la GTR, parfait. J'en ai pas de GTR. Non, mais c'est ça. C'est ton véhicule par excellence, mais combien t'en as vendu des GTR? Parce que c'est pas... Selon moi, là, c'est pas dans le commun des mortels de s'acheter une GTR comme ça. Puis, c'est sûr que ça reste un modèle qui est iconique. Là, on pense à les Fast and Furious, les trucs comme ça. C'est un modèle iconique. GT qui vient de sortir, le film. Oui, c'est vrai. Mon gars est allé le voir avant-hier. Quel le film Gran Turismo. OK, je te mets pourquoi. Et on parle de Nissan mur à mur dans ce film-là, GTR et tout. OK. Oui, c'est ça. En avez-vous déjà vendu des neuves en concession? C'est-tu commun que quelqu'un vienne s'acheter une GTR ou parce que tu ne fais pas d'inventaire? Je pense pas que vous faites d'inventaire de GTR justement chez Nissan. Là. C'est sur commande ou c'est vraiment... faut qu'on ait le client adapté, spécifique, qui est prêt. Puis... Par le passé, on avait certaines concessions au Québec. C'était pas tous, mais il y avait une couple de concessions qui avaient des GTR, puis qu'il y en avait tout le temps une en stock à peu près. Okay. Puis là, avec ce qui est arrivé avec la COVID, là, c'est vraiment par commande spéciale seulement. Puis c'est vraiment certains concessionnaires. Nous, à Longueuil, on n'est pas assez gros pour avoir le GTR. C'est pas tous les concessionnaires qui l'ont. Donc, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche d'aller en ramasser quand il y a des retours de location qui se ramassent à l'encan. On en a déjà eu 2 à Longueuil qu'on a vendus, qu'on a eu la chance de voir, essayer. Mais c'est pas commun, mais c'est un peu... c'est comme si on va chez... Je donne un exemple parce que j'ai une de mes fenêtres qui a parlé de Ford l'autre fois. Fait que je vais faire un clin d'œil à Ford. C'est comme la GT de chez Ford. Mais il n'y a pas de concessionnaire vraiment qui en ont une dans leur showroom que tu peux y toucher. Il y en a quelques-uns qui n'ont, mais c'est un modèle qui montre un peu ce qu'ils sont capables de faire de plus. Comme nous, avec la GTR, c'est ce qu'on est capable de faire de mieux. C'est un peu le rêve, l'inaccessible, si on veut, quand tu arrives là. C'est bien, mais c'est bon d'avoir un véhicule comme ça qui démontre ça, c'est ça qu'on est capable de faire. On est dans le cours des grands, on est là. OK. Fait au moins un véhicule dans ta marque qui fait en sorte que ça fait rêver les clients. Disons. Oui. OK. Oui. Parfait. Et on a encore la Z qui vient de sortir cette année, qu'on a eu quelques exemplaires aussi. Okay. La production devrait s'accentuer, puis on devrait en avoir là, en concession. Là. D'ailleurs, nous, on en a un modèle performance manuel jaune qui va rentrer d'ici 2 mois. Okay. Donc, on va avoir ça en concession. Mais le Z, avec les lignes, ils ont repris un peu les lignes des années 90 pour refaire un peu un modèle un peu plus vintage. Moi, je l'aime bien, sérieusement. Puis, tu sais que j'aime bien les Z90. Ouais. Mais ça aussi, c'est un icône, mais ça démontre pas tout ce que Nissan est capable de faire. Okay. Moi, je vois vraiment le Aria pour côté électrique, c'est notre savoir-faire, c'est notre futur, c'est là qu'on veut s'en aller. C'est un véhicule qui gagne vraiment à être vu, connu, essayé. Puis on a le GTR de l'autre côté qui est plus côté performance, où est-ce qu'on peut s'en aller. Fait que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Avec un véhicule, où est-ce qu'ils veulent aller, puis l'autre véhicule, qu'est-ce qu'ils sont présentement capables de faire? Puis, voulais-tu revenir sur le sujet de GTR? Ou moi je suis prêt pour mon petit segment spécial. Avant le segment spécial, je pense que j'ai une question que je ne sais pas si on l'a vraiment répondu, mais j'aimerais quand même la poser. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes autant la marque Nissan?
Je dirais, j'aime bien aussi la manière que le constructeur évolue. Je dirais, on est à l'écoute quand même des clients. Pourquoi je dis quand même, il y a un bémol, parce que je trouve quand même ça plate qu'ils nous aient enlevé la Micra, qu'ils nous aient enlevé le Versa, qu'ils enlèvent le Qashqai. Donc, on a l'impression qu'ils ne sont pas à l'écoute de leurs clients parce qu'ils nous enlèvent Ce que les ce clients qui marche bien. Ouais. On va enlever le Québec de l'équation, malheureusement, même si on est au Québec, puis je trouve ça plate en tabarouette. Mais en général, ils vont faire des focus groups, ils vont aller voir qu'est-ce que le client recherche, quel gadget que le client désire, puis ils vont fabriquer des véhicules autour de ça. Ils vont pas arriver et dire, on fait ce véhicule-là, on vous l'envoie dans un dent, puis arrangez-vous pour le vendre. Non, c'est plate, mais il y a certains manufacturiers qui ont fait ça dans le passé, puis ça s'est avéré un échec. Fait que c'est vraiment important d'être à l'écoute, puis d'être capable de rejoindre ce que la clientèle veut. Puis c'est plus simple pour nous autres aussi à vendre si on présente des choses que les clients veulent versus des choses que les clients veulent pas. Effectivement. Ben, c'est sûr que si le véhicule, si le produit est bon, il se vend par lui-même. En fait, tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour le vendre en tant que tel. Tu as juste besoin d'être là, d'avoir un représentant pour te guider, savoir quelle option est la meilleure, mais au final, toutes les options sont bonnes. Une petite anecdote que je peux te conter pour vrai, pourquoi j'aime Nissan, exemple. Tu sais que je reste à Terrebonne, puis que ça me prend à peu près 1h15 de traverser le trafic le matin. Puis quand je m'en viens avec mon Nissan, ben, j'ai une CVT que les gens n'aiment pas ou aiment. Mais quand je suis dans le trafic, puis je roule entre 20 et 0, puis que j'avance dans le trafic, c'est smooth en tabarouette. Puis ça me permet d'écouter ma musique, d'être bien et d'être relax. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'essayer un véhicule d'un ami pour faire arranger son véhicule aujourd'hui, qui a une 8 vitesses, puis c'est un véhicule très performant. Puis, changer 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donner des coups à toutes les fois que j'avançais de 5 cm, je voulais tuer. C'est un véhicule qui est très dispendieux. Puis pour vrai, j'avais hâte de retourner dans CVT. OK, c'était quoi le véhicule? Je peux le dire? OK, je vais le dire, puis je dirai pas le nom du gars. non, on l'a prêté pour le faire arranger. Mais c'est un Mercedes GLC 63 AMG. OK, puis t'as pas aimé ton expérience avec... Dans le trafic. Dépend. J'ai aimé le son, parce que le bruit de ce véhicule-là est juste exceptionnel. Le torque d'un véhicule, si on veut savoir c'est quoi, ça sonne un torque, et prenez ce véhicule-là, c'est sûr qu'il faut que ça sonne un torque. Mais en termes de trafic quotidien, non, j'ai moins aimé, tandis que je trouve que le véhicule Nissan est plus adapté à nos milieux urbains. Économie d'essence, la CVT va faire la job. Oui, sur des reprises, on va être un petit peu plus bruyant, mais un coup, je roule à 100 km/h, je suis sur l'autoroute, je suis bien, je suis assis. Le véhicule révolutionne à 1000 tours minute, je ne prends pas d'essence. C'est génial. C'est un peu, je trouve qu'ils ont adapté aux véhicules de tous les jours de monsieur, madame, tout le monde. OK, parfait. Puis justement, tant qu'à parler des marques puis de l'expérience, est-ce qu'il y a une marque que tu as eu une expérience spécifique qui a fait en sorte que tu as dit plus jamais je retouche à ça ou ça a ruiné ton expérience de cette marque-là pour la vie? Je peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça? Non, c'est chiant. C'est chiant, OK. Non, là, tu vas avoir plein d'haters. Bah, ça fait partie. On va avoir quoi? On va compter, OK, je vais le dire, puis on va voir le nombre de monde qui vont chialer là-dessus. Personnellement, moi, c'est Fiat. Fiat? Ouais. Sérieusement, on en a eu dans l'usager et tout, puis... Ça a ruiné ton expérience avec Fiat. Parce que j'aimais ce petit véhicule-là. C'est petit, c'est urbain, c'est le fun. Ça a un look différent. Puis non, sérieusement, point de vue qualité, point de vue fiabilité, j'ai été déçu de ce marque-là. Ouais. Puis j'ai rien contre les marques Chrysler. OK, c'est bon. Non, vraiment, j'ai rien contre les marques c'est Chrysler. Bon. Dodge, Parfait. rien. Parfait. Non, pour de vrai, c'est pas représentatif de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire chez Chrysler. C'est ça. Ils ont essayé quelque chose. Ils ont essayé quelque chose. Là, malheureusement, aujourd'hui. OK. Mais ils ont essayé. Fiat, mais ils ont essayé quelque chose. Ils ont essayé quelque chose. Parfait. Moi, j'ai aimé la portion haters. Puis je sais qu'on a eu la chance d'en discuter un peu dans les dernières semaines parce qu'on voit quand même des retombées sur les réseaux sociaux. Puis tu as un avis quand même assez pertinent, je trouve, sur le comportement des gens sur les réseaux sociaux depuis la COVID. Puis ça m'amène à ce segment-là qui est le segment qu'on répond à nos auditeurs parce qu'à chaque jour, on a des commentaires sur les réseaux sociaux. On a... puis c'est majoritairement du hate,
malheureusement. On aimerait ça que tout le monde soit content, mais les gens sur Internet ont des avis forts, ça sépare. On sait que ça va susciter des discussions, mais on ne s'attend pas des fois à se faire envoyer chier. Donc, cette annonce-là, nous, chez Groupe Motion, on fait une annonce d'une voiture vedette à chaque semaine par concession, puis on annonce souvent des véhicules d'occasion. Donc, la Nissan Leaf 2019 qu'on a annoncée cette semaine à 23 997 $. Le seul commentaire qu'on a sur le véhicule, parce qu'on a quand même des likes, on a de la visibilité, mais le seul commentaire sur le véhicule, c'est beaucoup trop cher pour une exclamation. Fait que qu'est-ce que tu réponds pour quelqu'un qui magasine une voiture présentement dans l'automobile puis qui il voit les concessions puis il est comme mon Dieu que les véhicules sont rendus chers. T'sais, comment que tu réponds que tu sais le client par rapport à la situation? Ce que je répondrais à la première chose, c'est qu'ils ont raison. Les véhicules sont rendus chers, mais c'est la même chose partout autour. C'est autant, je vais à l'épicerie, puis j'ai un petit garçon de 16 ans, l'épicerie coûtait, mettons, je donne un exemple, à 250$ par semaine. Là, tu t'en sors plus à 250$ par semaine. Là, ça l'a augmenté. Les maisons, tu arrivais avec une maison. Avant ça, je parlais avec mon garçon, je disais, tu vas pouvoir t'acheter une maison plus tard. Là, je ne sais plus s'il va pouvoir s'acheter une maison plus tard, là, parce que ça aussi, ça a monté. Le cycle économique fait ça. Donc, le prix de l'essence a monté, le prix des autos a monté, le prix des maisons a monté. Il n'y a pas de bon timing, malheureusement. C'est que tout augmente, donc les autos suivent, tout suit. Par contre, pour la Leaf 2019 en question, ben, quelqu'un qui met du super aujourd'hui, là, c'est au-dessus de 2 piastres. Là. Mais la Leaf, c'est zéro. Fait qu'elle est peut-être 23 000, mais si tu sauves 6 000 $ de gaz par année, en 3 ans, elle est payée ton auto quasiment. Là. 3,5. Ouais. Fait qu'en 3 ans et demi, tu ne mets plus une gratte de gaz, tu viens de t'acheter une Leaf puis elle t'a rien coûté. Fait que ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin. Ça varie beaucoup selon l'économie. Tu sais, j'ai aimé ton exemple de la maison parce que moi, ça fait 3 ans que je repousse d'1 an l'achat de ma maison. Parce que à chaque année, le prix augmente, puis je suis rendu au bout du mur. Tu sais, mon salaire augmente en circonstances, tu sais, parce que j'augmente j'avance dans la vie, mais comme la maison aussi, elle augmente. Fait que c'est sûr que c'est rendu pour les jeunes difficile, mais c'est ça, c'est s'adapter au marché, puis on n'a pas le choix au bout de la ligne de... Ah ouais, puis même les autos, c'est la même chose, comme tu dis. T'sais. Avant ça arrivait là, que je prenais des autos des 2000, 2001. On est en 2023, l'auto a 23 ans, puis on payait 100$, ça s'en allait à scrap, 200$, 300$. Là, c'est plus le cas. Là. Des autos viables qui se tiennent debout, ça coûte plus cher que ça. Fait que tout a augmenté, autant les autos, les maisons, la bouffe, aller manger au McDonald's, là, trouve un trio en bas de 20$, il n'y en a quasiment plus. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Subway, 12 pouces, 5$. Il est où le 5$? Non, 12 pouces, 15$. Ouais, c'est 12 pouces, 15$. Mais c'est ça. Fait que oui, c'est vrai, les autos sont plus dispendieuses. Puis je pense que ce qui fait que les autos, on les trouve beaucoup plus chères qu'avant, c'est sur le choix que les manufacturiers ont fait. On a eu de la COVID. C'était plus difficile à produire des autos. Fait qu'ils ont fait des choix. Ils ont décidé la Micra, la Versa, le Qashqai, on met ça de côté. On se base sur des véhicules, puis la plupart du temps, j'ai pas de modèle S de base. Je vais avoir des SV, puis je vais avoir des modèles plus équipés, donc automatiquement plus chers. Donc mon point d'entrée, qui était une Micra dans le temps, qu'on annonçait manuel, de base, pas d'air, puis ça fait pas longtemps de ça, là, on recule 4-5 ans en arrière, à 9 995, transport réparation, 11 000 $. Trouve une auto à 11 000 $ maintenant. Ça se fait pas. Les premières, ça va être les Versa qui vont être dans les débuts 20 000. Puis on va chez Honda, c'est pareil. Les Honda vont commencer avec la Civic. Puis c'est pas dans les 20 000 $. Là. On est rendu à une autre catégorie. Ça devient un peu plus luxueux de s'acheter un véhicule neuf. Fait que si je comprends bien, lorsque quelqu'un trouve que justement le véhicule est trop dispendieux, ta recommandation n'est pas nécessairement attendre que le prix va rebaisser, parce que comme l'immobilier ou comme l'automobile ou comme les McDo, le prix justement, il va malheureusement pas rebaisser. Fait que si je comprends bien, ton conseil, c'est bite the bullet. En anglais, on dit bite the bullet. Puis juste prends le coup, puis essayer de s'adapter en circonstances. Il ne faut pas aller au-dessus du budget. Non, exact. Mais en même temps, c'est d'essayer de trouver, si c'est pas un véhicule neuf, c'est un véhicule d'occasion, mais c'est de trouver c'est quoi le budget pour être raisonnable, d'aller au point A, au point B, être confortable dans un véhicule qui est fiable. Puis il y en a de tous les prix. Là.
C'est ça. J'en ai encore des véhicules à 8-9 000. On en a des véhicules qui sont à 70 000 aussi. Fait que, tu sais, c'est de voir c'est quoi le budget du client là-dedans, puis tout le monde peut trouver son compte. Fait que le conseil, c'est pas attendre parce que ça va être pire, mais dans les circonstances qu'on a en ce moment, essayer de trouver la meilleure option, si je comprends. Ouais. Quand on est dedans, on a de besoin, oui, on y va. Puis on va essayer de trouver le meilleur budget, le meilleur fit, dans le fond, qu'on va être capable de trouver là-dessus. Parfait. Mais d'attendre, je pense qu'on va avoir un peu plus de choix. Pour vrai, dans les mois qui s'en viennent, les productions sont un petit peu plus avancées. Les banques de commandes qu'on a fait dans les derniers mois qui vont rentrer là, c'est des véhicules qui sont un petit peu plus modèle de base, un petit peu plus les équipements qu'on recherche. Fait que ça, on va avoir cet inventaire-là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois dans nos concessions. OK. Donc, on va revenir avec un peu plus de roulement de stock qui est intéressant pour le client. OK. Puis, ben, tu sais, si j'en suis la logique aussi, pour les gens qui ont un véhicule d'occasion qui veulent changer, là, qui ont un véhicule encore fonctionnel, mais qui veulent juste changer par plaisir, parce qu'on s'entend que l'automobile, c'est quand même... C'est soit un besoin nécessaire ou un besoin très émotionnel. C'est comme, ah mon Dieu, j'ai vu ce char-là, je suis tombé en amour avec. Mais c'est que les véhicules d'occasion aussi, ton véhicule présentement vaut plus cher aussi. Oui. Fait que, tu sais, un char que tu as acheté il y a 2 ans à 3 000 $, ben maintenant, aujourd'hui, on va peut-être te le racheter à 8 000, tu sais, selon... Non, mais moi, j'ai vu des Peut-être pas tant cas... que ça, mais oui, tu as raison. Tu sais, fait que ton véhicule, il a pris de la valeur à cause du marché, même si tu te roules avec puis il est rendu plus vieux quand même, tu sais, fait que Tout à fait. c'est quand même une certaine Ah oui, avantage. puis j'ai beaucoup de gens que je connais qui ont acheté un véhicule il y a 2 ans, 2 ans et demi. Les taux d'intérêt étaient bas. Le véhicule avait une certaine valeur. Puis on le reprend aujourd'hui 1000 à 2000 plus cher que il y a 2 ans et demi, 3 ans. C'est pas des farces, là. Fait qu'à ce moment-là, on sert de cette équité-là pour le mettre dans le nouveau véhicule, qui fait que le prix il revient pas mal intéressant quand même. Parce que si on pense à cette plus-value-là, au lieu de devenir négatif, tu as une rentrée d'argent, on l'applique dans le nouveau, ça fait un paiement qui peut être intéressant. Effectivement. Qu'on n'avait pas avant parce qu'on aurait eu une diminution du prix au lieu d'une surévaluation. Exact. Puis, ben, juste pour rajouter, moi, j'ai le père d'un de mes amis qui a décidé de s'acheter une Porsche il y a quelques années. Il voulait s'en débarrasser. Lui, c'était dans ses plans d'éventuellement revendre le véhicule parce qu'il y avait aussi un pick-up. Fait que lui, il ne voyait pas le besoin d'avoir 2 véhicules. Puis, durant ses plans d'essayer pas s'en débarrasser, mais d'essayer de le vendre, c'est juste à donner que Porsche l'ont contacté pour racheter le véhicule, en fait. Puis, il offrait à peu près 9 000 $ de plus que la valeur qu'il avait acheté, le véhicule, juste pour le reprendre. Puis ça, c'était durant la COVID, durant la grosse pénurie de véhicules. Mais c'est justement pour exprimer, lorsque le véhicule est rare puis que l'achat du véhicule est plus cher, ton véhicule à toi aussi, justement, il en vaut plus. Fait que c'est des choses à prendre en considération. Tout à fait. Parfait. S'il est bien entretenu, tu sais, on parle... C'est ça. On a un rapprochement pareil maison-auto, même si c'est pas tout à fait équitable comme comparaison. Mais quelqu'un qui achète une maison et qui vient pour la revendre, il y a eu une plus-value aussi sur la maison. Ouais. À moins de l'avoir laissé aller en dégommance, le toit il est à refaire, puis ça coule dedans. C'est la même chose pour un auto. Si tu ne l'as pas l'as pas entretenu, puis tu viens pour la revendre, tu n'auras nécessairement pas un bon prix pour. Mais si elle est entretenue et belle, oui, ça vaut de l'or là, pour les gens. Parfait. Demain, Martin, je te donne n'importe quel budget, quel short tu t'achètes. Ah, c'est pas fin, ça. Parce que j'aurais aimé ça, une GTR, sérieusement. Mais c'est parce que je Ben là, souvent la porte... budget illimité. Je Là, traîne souvent la poche de hockey à mon gars. C'est une GTR, c'est très compliqué. À moins que je la mette à côté passager, le petit gars, il rentre pas, lui. Hey, sérieux, je le sais pas, pour vrai. C'est Je le complexe. sais pas. Hein? C'est sûr que ce que j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup les McLaren, pour vrai. Là, la McLaren Senna, c'est vraiment un véhicule incroyable. Mais je suis pas sûr que j'irais là parce que ça correspondrait pas vraiment à mes besoins non plus. Je suis un peu plus terre à terre. OK. Mais parmi ce qui correspond à tes besoins, avec un budget limité, avec quel choix est-ce que tu irais? Eh boy. C'est le point, sérieusement. J'ai vraiment difficile comme question à répondre. J'ai quelques choix pareils. Mettons, budget limité, je n'aurais peut-être plusieurs si j'aurais vraiment un budget limité, ce qui n'est pas le cas. Mais dans les Mercedes, les G-Wagon, c'est quelque chose qui est bien. Ouais. J'aime bien.
Ou encore, dans le même ordre d'idée, j'aime bien Land Rover, qui est le Defender. C'est un véhicule que je trouve vraiment le fun aussi. Look, tout. Je trouve que c'est bien. En termes de camion, moi, je suis plus un gars qui aime camion gros. Donc ça serait un style, sauf que c'est à l'encontre de tout. Tu sais, c'est polluant, c'est pas adapté du tout à où est-ce qu'on veut s'en aller pour le futur. Non, c'est à l'extrême. Qu'est-ce que tu penses du Cybertruck de Tesla là, qui devrait sortir dans... On a vu les premiers modèles en production. Ils ont vraiment des commandes en fou. Moi, je trouve que le style et le design ça a l'air d'un bloc Lego, est particulier. Il reste à le voir en vrai parce qu'il va avoir certaines particularités qui se rapprochent un peu d'un pick-up et tout. Ça risque d'être assez intéressant. Puis, regarde, Tesla, on les a vus s'en venir. On riait d'eux autres, là, à peine 10 ans. Là. On dit, ça va finir, ça va crasher. Non. Il enlève en titi des véhicules. Avant ça, on était sur le coin de la rue. Check, le gars, il y a une Tesla. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Ils sont en train de nous envahir. Je pense que le Tesla Model 3, si je ne me trompe pas, ça a été le véhicule le plus vendu dans les dernières années. Là, ça a dépassé la popularité. Là. Moi, un nouveau joueur qui fait pouf. Ce que j'aime vraiment de Tesla, puis en fait, Elon, dans ses stratégies marketing, c'est qu'en fait, il fait pas beaucoup de pubs. Mais lui, ses pubs, c'est tout le temps pensé d'une certaine façon assez particulière, où est-ce que chacun de ses modèles, si tu regardes, c'est le modèle S. Ça, c'est le modèle 3. C'est aussi le modèle X. Puis le modèle Y. Tu l'épelles, ça fait sexy. Fait que ça, c'est quand même... Non, mais c'est vrai. Puis au début, avant de l'appeler modèle 3, il voulait l'appeler le modèle E. Malheureusement, il ne pouvait pas. Exact. Fait qu'il a juste inversé. Il a fait, on va mettre un chiffre, ça va être... Puis littéralement, c'est ça sa mentalité. Lui, quand il choisit des noms de véhicules, c'est ça qu'il a en tête. Essayer de faire des coups de marketing comme ça. J'avais jamais analysé. Mais moi non plus. Mais c'est tout le temps... Mais en fait, ils font... Là, si on remarque qu'ils font pas de pub en tant que tel. Puis là, j'essaie de penser avec mon point de vue marketing, il n'y a pas de pub. Fait que eux, c'est tout le temps des points de vue marketing. C'est vraiment poussé d'une façon différente plutôt que de juste faire des pubs. C'est surtout le visage de la compagnie qui a un impact. Puis, je pense que c'est un peu là le Cybertruck aussi. Que moi, je pense que ça va être soit un hit incroyable ou ça va mal vieillir. Mais je ne sais pas encore où me situer là-dessus. Parce que si tu regardes le modèle 3, ou tous les Tesla, avant ça, les gens disaient « j'ai un véhicule, j'ai un Tesla, je suis unique ». Là, ils commencent à en avoir tellement dans la rue que cette espèce de bulle-là s'essouffle. Donc, il fallait qu'ils sortent quelque chose de révolutionnaire pour avoir encore cet effet-là. Puis le Cybertruck, il est directement dans la bonne cible. Si on veut quelque chose de différent qui ne se fait pas, on l'a. Il reste à voir, ça va-tu être... un feu de paille ou ça va être vraiment quelque chose qui va révolutionner? L'avenir va nous le dire. L'avenir va nous le dire, j'ai bien hâte. Dans le segment réponse aux commentaires, est-ce qu'il y avait un deuxième sujet? Oui, ben tu sais, on l'a quand même survolé pendant le podcast, mais un commentaire qu'on a eu suite au podcast de Solène, meilleure représentante au Canada, allez le voir d'ailleurs, épisode 2. Donc, ce serait plus simple d'acheter au prix affiché, mais c'est la faute aux vendeurs qui augmentent leur marge au max pour la réduire à la tête du client. Donc ça, c'est un peu des préjugés. Puis, dans le fond, dans ce segment-là, Solène parlait que ici, au Québec, on négocie des véhicules, puis en France, c'était différent à l'époque où était encore en France, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle est ici. Fait que, qu'est-ce que tu réponds justement potentiellement aux personnes qui immigrent ici, puis qui viennent acheter des véhicules, parce que c'est quand même différent d'un pays à l'autre comment que tu achètes le véhicule. Puis est-ce que c'est vrai que les représentants augmentent leurs marges de profit au maximum? Non. On peut pas. On a des lois aussi qui sont au Québec, surtout beaucoup plus que le reste. Je pourrais faire une petite anecdote là-dessus tantôt qui explique des choses. Mais ici au Québec, on a la loi de la protection du consommateur, puis on ne peut pas vendre au-dessus du PDSF. Le prix de détail suggéré du manufacturier, frais de transport, préparation, doit être inclus dans notre prix. Donc, il faut qu'on le fasse. C'est une loi, puis on ne peut pas booster le prix. Je pense que c'était des tactiques qui existaient peut-être avant, mais ça fait un bout de temps que c'est plus le cas. Oui, la marge de manœuvre d'un concessionnaire, il y en a une, tout dépendant si le véhicule est rare ou s'il est unique, si on en a beaucoup en inventaire. Oui, il y a une certaine marge de négociation qu'on peut faire. Je donne un exemple. Si j'ai un véhicule que ça fait 6 mois que j'ai en inventaire, bien, la banque ne me le laisse pas gratuitement dans mon lot. Moi, je finance mes véhicules. Donc, j'ai des intérêts à payer à tous les mois. Mais si j'ai le choix de payer un intérêt à la banque
ou de donner un rabais à mon client pour qu'il prenne ce véhicule-là, je vais l'offrir. Puis là, on peut parler de négociation. Mais si j'ai un véhicule que j'ai 4 mois d'attente, c'est sûr qu'on va moins négocier parce que je le sais qu'il y a un autre client qui peut rentrer puis il va en vouloir un, puis j'en aurai pas à y offrir parce que je vais l'avoir discounté. Donc, ça va un peu avec l'offre et la demande. Plus il y a de la demande sur un véhicule, bien, moins c'est négociable. Moins il y a de demandes, bien là, plus c'est négociable. Oui, il y a toujours des bonnes aubaines, des démonstrateurs, des fois, qu'on va avoir, qu'on a dépréciés, puis qui font en sorte que le véhicule, il y a 7, 8, 9 000 kilomètres, mais qu'on peut avoir un bon prix dessus, même si le véhicule a quelques kilomètres dessus. Puis pour revenir un petit peu justement, effectivement, les véhicules neufs, toute l'information en ligne, toute l'information se fournit en ligne. N'importe qui peut aller trouver cette information. Puis même dans les véhicules d'occasion, en ce moment, l'expérience que j'ai, puis c'est assez fréquent qu'on me demande la question, puis le prix est-tu négociable, le véhicule est-tu négociable? Puis j'ai commencé à rencontrer le client. C'est une des premières choses qu'ils viennent me demander. Il me pointe le véhicule, il me dit ça là, il m'intéresse, mais est-ce que ce véhicule-là est négociable? Puis malheureusement, moi, j'essaie d'être un petit peu plus subtil, puis pas juste dire non au client, parce que parfois, ça brise une certaine connexion. Mais je le sais qu'en arrière de ma tête, le véhicule est pratiquement pas négociable. Puis au final, moi, il va vraiment falloir que j'aille me battre un petit peu parfois avec mon directeur pour essayer d'avoir le meilleur prix possible. Mais mon directeur, il va jamais vraiment... Il va me donner une marge de manœuvre, une petite, mais il va jamais me donner le gros rappel du siècle. Parce que c'est pas vrai, justement, qu'on augmente le prix juste pour... par la suite le baisser. C'est ça. Les marges de manœuvre sont bien moins élevées qu'ils l'étaient auparavant. On a eu une période où on marchait vraiment volume, pas beaucoup de marge. Là, on a rectifié un peu le tir avec la pandémie. On garde les beaux véhicules, on les inspecte, on les vérifie, on met le prix en conséquence du marché. Et le problème qu'on a eu avec les véhicules d'occasion, c'est que nous, ici, on est bien protégés au Québec. La protection du consommateur est là. On ne peut pas vendre à des prix exorbitants, mais ce n'est pas le cas dans le reste du Canada. Donc, quand on arrive à l'encan, puis que moi, j'ai un véhicule à vendre, je donne un exemple, on vend un Sentra à 16 995. Je pourrais prendre ce Sentra-là, l'envoyer à l'encan, puis le vendre 18 000. Puis il se ramasserait à Vancouver. Sauf que moi, j'ai pas de client, il ne revient pas au service après, je ne continue pas à avoir une relation, il ne m'en rajoutera pas un autre, ce client-là, dans 4, 5, 6 ans. Donc, je vais préférer quand même le garder ici au détail plutôt que de l'envoyer à l'encan puis de le perdre à Vancouver puis on n'aura plus jamais ce véhicule-là. Sauf que si un client vient et me dit « Je t'offre 15 000 pour... » Là, je vais penser, je vais dire « OK, à 16 995 au lieu de 18, pour garder un client ici, lui en vendre un deuxième, faire du service... » je vais le garder. Mais entre 15 et 18, il y a peut-être des chances que je dise c'est bien beau, mais mercredi prochain, il va se ramasser à Dessa. Fait que, on parle de l'offre et la demande. C'est un petit peu ça qu'on vit malheureusement. C'est qu'ailleurs au Canada, ils viennent piger dans nos cours de use, ils viennent nous prendre nos véhicules, qui fait qu'on n'en a presque pas. Donc, on n'en a pas, on les garde à un certain prix, mais on est quand même mieux protégé. C'est pour ça qu'au Québec, présentement, on a des véhicules d'occasion qui sont quand même moins dispendieux que dans le reste du Canada. OK. C'est intéressant. Penses-tu que... Puis là, je fais juste extrapoler la question à son maximum, mais penses-tu que si, mettons, on continue dans la lignée qu'il n'y a plus beaucoup d'inventaire, on négocierait des véhicules comme on négocie des maisons, dans le sens qu'il y a plusieurs demandeurs pour le même véhicule, puis on vend au plus offrant. Penses-tu que c'est-tu quelque chose qui est déjà arrivé dans l'automobile, en fait? Ou... Oui. Sérieusement, pour être un peu à l'affût, oui, mais encore une fois... on ne vend pas au-dessus du PDSF. Fait quand même que j'ai un client qui rentrerait, qui dirait, regarde, le véhicule, c'est ce prix-là. Le premier qui va rentrer va l'avoir à ce prix-là. Le deuxième, je vais vous faire une commande, puis vous allez l'avoir dans 2 mois, vous allez l'avoir dans 3 mois. Mais de faire, OK, vous m'offrez 500 de plus, qui dit mieux, 1000, 1500, non. C'est pas possible. On va pas là. On n'arrivera pas là. On n'arrivera pas là. Ce qu'on voit un peu dans les maisons avec des offres d'achat type, non, pas dans l'automobile. Et t'affiché à tel prix, tu te fais revenir 2 mois après, finalement, il y en a un qui l'a acheté 50 000 au-dessus. C'est comme tabarnouche, OK. Fait que c'est pas nécessairement qu'on va accepter quelqu'un qui va nous dire je vais le payer plus cher. C'est plus qu'on va pas accepter nécessairement la négociation de quelqu'un qui va dire je vais l'acheter moins cher. C'est plus dans ce sens-là. Dans le sens les véhicules d'occasion, exemple qu'il y a un véhicule, tel prix. S'il y a 5 personnes la même journée qui veulent l'acheter, puis qu'il y en a qui se mettent à négocier, ben on va pas juste augmenter le prix pour que quelqu'un nous dise hey, je suis prêt à le payer plus cher. On va pas augmenter le prix du véhicule. Mais si quelqu'un
dit, OK, je l'achète à ce prix-là, puis les autres personnes veulent négocier, ben, évidemment, mais c'est vrai ce que tu dis. Puis c'est la même chose. C'est tout le monde, on est. Tu sais, avant d'être dans l'automobile, j'étais un vendeur aussi. Puis même chez moi, des fois, je mets des choses sur Marketplace ou je le mets à vendre. Mais si tu mets, mettons, tes skis sur Marketplace, tu les mets à 200 tes skis. Puis tu as 12 personnes dans 5 minutes qui sont intéressées. Tu vas-tu les laisser à 150$ au premier qui va te contacter? Non, tu vas dire, ben j'en ai d'autres qui sont intéressés, puis tu vas essayer de tâter le terrain. Mais c'est un peu la même chose qu'on fait dans l'automobile. Si ça fait 6 mois que mes skis sont à 200$, puis quelqu'un m'offre 150$, c'est le seul que j'ai eu qui m'a offert 150$, je vais y penser. Ouais. La même chose avec les véhicules. Si ça fait 6 mois que j'ai un véhicule, il y a moins les équipements recherchés, mais il convient aux besoins de ce client-là. Puis c'est celui-là qui veut, puis ça fait longtemps que je l'ai. Mais encore une fois, au lieu d'envoyer mon argent aux banques, je vais penser lui faire un rabais puis que ça correspond à ce qu'il cherche. C'est la même chose. C'est la même chose. Plus L'offre et la demande. Plus il y a de clients qui sont intéressés, on ne montera pas le prix plus haut que des PDSF. Mais on va le garder stable au PDSF, moins négociable, puis on va prendre des commandes pour les autres les prochains. Parfait. Moi, je voulais aller sur un sujet concernant les avis, les réseaux sociaux. Puis moi, spécifiquement, les avis Google ou les avis Facebook. Ouais. Parmi tous les emplois que j'ai eus, parmi les différentes entreprises que j'ai faites, tu es la personne qui a la meilleure gestion des avis Google, autant positifs que négatifs. Puis je voulais un petit peu avoir ton point de vue sur les avis Google. Ah, ça, c'est le fun. Tu viens me chercher avec ça. Non, c'est parce qu'il y a deux manières de penser, puis je veux pas être chien ou être plate quand que je parle des avis Google. Moi, quelqu'un qui va arriver et qui va me dire qu'on a eu un excellent service, puis on a fait le travail, j'aime ça. C'est le fun, c'est rassembleur, on monte ça à notre équipe, puis ça nous propulse ailleurs. En même temps, ça peut arriver qu'on en échappe. On n'est pas parfait. Il peut arriver soit au service ou encore aux ventes qu'un client n'a pas été satisfait pour peu importe la raison. Mais moi, si je prends un exemple, je ne veux pas faire comme Martin Matt qui nomme le nom, puis le gars, il est chez eux, puis il entend l'annonce, puis il dit il parle de moi. Non, je vais prendre un nom fictif, mettons Romuald Laporte. Bien, M. Laporte, il marque qu'il y a eu 1 étoile Google parce qu'il est arrivé telle situation au concessionnaire. Je le contacte, on s'explique, on rectifie le tir, on repart une nouvelle relation d'affaires ensemble en ajustant le tir. Il enlève son étoile Google. Ça l'a permis d'être capable de régler la situation. C'est pour ça qu'on est là. Pour avoir une constante amélioration, on n'est pas parfait, on règle le tir, puis on y va. Par contre, quelqu'un qui s'appelle Mr. T, il me sac 1 étoile, il bâche, puis j'ai aucun moyen d'y parler, puis il fait juste nuire. Malheureusement, il y en a trop, puis je trouve que ça n'a pas sa place. Moi, j'aime ça, parler avec la personne. Quelqu'un va mettre 1 étoile Google, soit mes directeurs vont téléphoner au client, ou on va essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, puis pourquoi la situation est arrivée. Puis on va s'asseoir, on va en parler, puis on va la régler définitivement, la situation. Puis on repart sur des bases solides. Mais bâcher pour bâcher, j'ai vraiment de la misère avec ça. C'est quelque chose que quelqu'un qui se cache, puis qui veut juste « Ah, je vais y faire du mal ». Pourquoi ça va pas bien dans le monde? C'est un peu pour ça. C'est parce qu'il y a trop de monde qui se cache pour faire du mal, pour s'en laver les mains. Non, on peut tout discuter, on peut s'en parler, puis c'est de cette façon-là qu'on va rendre un monde meilleur en 2023. Effectivement. C'est en continuant à travailler. Oui, exact. Puis on n'est pas parfait. Il va y en avoir des situations, on essaie qu'il y en ait le moins possible. On essaie de viser l'excellence. On met des personnes en place pour ça. Mais l'humain fait en sorte, on a échappé dans le passé, on en échappe, on va en échapper encore. Mais de quelle manière on peut rectifier ça? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Un coup que c'est fait, est-ce qu'on s'en sert de cet épisode malheureux-là pour faire de la formation à notre personnel, à mettre des structures en place pour plus que ce problème-là se refasse? Je peux le faire. Mais si quelqu'un fait juste Mr. T, 1 étoile, bing, comment je peux m'améliorer? Il n'y aura pas d'amélioration. Il n'y a rien que je peux faire. C'est pas gratifiant pour le personnel. Ça n'a rien de positif. Ça me gosse, vraiment. Ouais. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est ça. C'est hors contexte, ça n'aide pas à améliorer le service. Mais en même temps, en même temps, en tant que client, la business en tant que telle ne va pas s'améliorer. Donc, la qualité de ton service ne va pas nécessairement s'améliorer parce que, comme tu m'as déjà parlé, ça arrive que parfois, justement, un client va laisser un avis 1 étoile, va dire « Je ne vais plus jamais revenir ici ».
Puis revenez. Puis rien. Ouais, puis au final, il y a... c'est déjà arrivé. OK. C'est déjà arrivé. Puis mais moi, quand ça arrive, des cas comme ça, c'est déjà arrivé. Surtout dans les CSI, moins sur les avis Google. OK. Mais on a un questionnaire qu'on donne au service aussi. C'est un peu tannant parce qu'il y a tellement de questions. Il faut suivre ce que les manufacturiers veulent. Puis eux autres aussi, les manufacturiers, le CSI, il n'est pas là pour nous gosser puis être obligé de répondre. C'est qu'eux aussi, ils veulent s'améliorer puis voir quel processus mettre en place pour qu'on vise l'excellence dans notre service. Puis il y en a beaucoup qui marquent des choses cachées. Ils pensent qu'on ne le lira pas. Je ne reviendrai plus jamais ici. Moi, je l'écris. Quand ce client-là va vouloir prendre rendez-vous, je veux lui parler. Je veux savoir pourquoi, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis repartir sur des bases solides. Mais le client revient. Même s'il marque qu'il ne reviendra plus jamais chez nous, il revient. Donc, à ce moment-là, je prends un peu de temps avec lui, puis savoir, vous revenez, pourquoi? Si vous avez détesté le service à ce point-là. Il dit, ben, je suis allé ailleurs, puis c'est pas mieux, hein? Je dis, OK, mais on peut-tu reparler de ce qui est arrivé? On peut-tu améliorer la situation? Des fois, c'est de faire un double check, parce que des fois, on est dans le rush. Le client, il vient, on est dans le rush des pneus. Bien, on a oublié telle affaire. On a peut-être sali un auto parce qu'on a oublié de mettre un plastique. C'est des petits détails qui font qu'il faut mettre des procédures en place plus rigoureuses ou des façons de vérifier l'auto avant de le livrer au client pour s'assurer qu'il est encore plus prêt, être encore plus adéquat pour que le client soit satisfait. Porter attention aux détails, si je comprends bien. Oui, ça peut être aussi nono que le client, il vient, puis... Je donne un exemple à ma mère. Ma mère n'est pas grande, puis quand elle conduit son Juke, ben moi, si je le prends, je suis obligé de me recroqueviller comme si j'étais... Puis tu recules le banc. Une souris. Fait que je recule le banc, tout. Mais si j'ai Jacques qui joue sur un véhicule d'un client comme ça, puis qui recule le banc au maximum, change les miroirs, tout pour rentrer dans le véhicule, mais qui ne porte pas attention comment il était avant, mais quand la cliente rentre dans son véhicule, après, il est reculé dans le tapis, l'expérience est un peu moins intéressante que si au moins on reprend la peine de replacer les réglages où est-ce qu'il était avant. C'est des petits détails, mais des fois, je te le dis, on est dans un commerce de détails. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est les détails qui font la différence à la fin. Mais c'est vrai. Big quote! Mais c'est vrai, c'est ça. C'est un commerce de détails parce que tous les petits détails sont vus, sont analysés, sont regardés. Nous, on ne le voit pas tout le temps. Nous, on rentre dans notre concession le matin, puis la vie change, puis tout est beau. Il y a quelque chose qui traîne là, il y a de quoi qui traîne là. Première journée, on le voit. Deuxième, troisième, on le voit plus. Mais le client, quand il rentre, c'est comme de la visite qui vient chez vous. Tu resterais-tu tout traîné avant que la visite rentre? Non. Il faut faire attention aux détails. C'est un invité, le client, qui vient nous voir. Il faut être prêt à recevoir notre invité. Fait que pour rendre un client satisfait, quels sont les éléments les plus importants à essayer de checker ou de se garder à l'affût puis de constamment s'améliorer? L'écoute. Tu as 2 oreilles, une bouche, tu écoutes 2 fois plus que tu parles. C'est le seul conseil que je peux te donner. Si tu écoutes le client, autant à la vente, autant en arrière au service, le client, il rentre, il y a un bruit, il y a un besoin, il y a quelque chose qui a brisé. Ça ne tente pas de dépenser sa paye des 2 prochaines semaines. C'est de l'écouter, de voir qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on planifie pour la prochaine visite qui va être peut-être à faire, qu'on regardera rendu là, puis de s'ajuster pour être sûr qu'on répond aux besoins du client. Donc, l'écoute. C'est d'écouter. On a besoin de ça aujourd'hui, c'est ça qu'on va régler aujourd'hui. Autant à la vente, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça que je montre, puis on va arriver au but fixé. Parfait. Écoute, beaucoup d'informations. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non? Moi, j'ai pas grand d'autres questions. Moi, je pense que j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris aujourd'hui avec cette expérience. J'espère. Est-ce qu'il y a une plateforme que tu aimerais que le monde te rejoigne si des personnes qui veulent te rejoindre pour quelconque raison? Moi, j'offre tout le temps aux personnes Je suis sur LinkedIn, un peu moins. Facebook, je pense que c'est ma génération. On est pas mal tous sur Facebook. Que Martin Delacroix sur Facebook, il n'y en a pas 30 000. C'est sûr que quelqu'un peut me trouver là. Donc, ça va me faire plaisir s'il y a de quoi. Si quelqu'un a besoin de conseils ou encore... Quelqu'un a besoin de conseils, quelqu'un recherche un emploi dans l'automobile puis veut débuter... Quelqu'un veut joindre à notre équipe stable. Exact. C'est bien. Des mécaniciens, on en cherche beaucoup. Il y en a de moins en moins qui veulent travailler de leurs mains, travailler dur en arrière. Il y a moins de gens là-dessus, mais on en a besoin. C'est incroyable. OK. Parfait. Oui. C'est bon. Donc, si quelqu'un veut rejoindre Martin, ça va être Martin Delacroix, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, si je comprends bien. Oui, ou sur mon courriel.
Ton courriel? m.delacroix@commercialgroupemoisson.com. Parfait. Donc, moi, je tiens à remercier les auditeurs d'avoir, s'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin, ben merci beaucoup pour ça. Puis, bien évidemment, on est sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, on est sur Spotify. Balado, Google Balado. Podcast, plateforme audio, plateforme visuelle, on est partout. On est partout, donc continue à écouter Là tu parles. Je tiens juste à te remercier pour ta présence. Puis tout ton bagage, tes expériences que tu as pu nous partager. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. That's it, that's all. Super. Fait que merci à tous, puis à la prochaine.